Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous raconter toute l'histoire de la cité des Oliviers A, une histoire avec de très nombreux acteurs, et qui a débuté vers la fin des années 2000. Tout au long de son histoire, la cité a connu énormément de problèmes de drogue, jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des plus gros points de deal de Marseille, avec des revenus allant jusqu'à 80 000 € par jour. La cité a connu également de nombreux changements de réseau et de nombreux chefs, ce qui a engendré énormément de guerres entre ces mini-cartels de la drogue, notamment avec les cités aux alentours. Tout cela sera retracé pas à pas durant cet épisode, alors installez-vous confortablement, et je vous souhaite un bon visionnage. Chapitre 1, Bus 32. Notre histoire commence le 28 octobre 2006, avec l'événement qui va enclencher toutes les histoires de guerre de la drogue qui suivront. C'est l'anniversaire des émeutes de 2005 qui ont secoué la France entière l'année passée. Mama Galedou, une étudiante sénégalaise, rentre chez elle. Elle monte dans le bus 32. À cette époque, la ligne 32 relie Canebière-Bourse, située au centre-ville, à l'université de Saint-Jérôme, située dans les quartiers nord de Marseille. Cette ligne est réputée difficile car elle traverse beaucoup de quartiers sensibles du 13e et 14e arrondissement de Marseille. Je tiens à rappeler qu'entre 2000 et 2010, les bus de Marseille étaient de loin les bus les plus dangereux de France. Un nombre incalculable de personnes se sont fait racketter, tabasser, poignarder, assassiner et insulter dans les bus durant cette période. Il ne passait pas un jour sans qu'une agression ne se produisait pas dans un des bus des quartiers nord, à tel point que la ville modifiait constamment les itinéraires et les horaires des bus afin d'éviter les zones trop sensibles. Face à la surprise du chauffeur, le passager du scooter l'aurait visé avec une arme à feu, puis aurait tiré 2 coups de feu en l'air. Suite à une bagarre générale cet après-midi, au terminus de Bougainville, un chauffeur aurait été pris à partie par plusieurs personnes. 4 agents ont été... Le chauffeur de bus de la ligne 41 s'est fait casser le nez et la mâchoire. Le chauffeur avait klaxonné un piéton qui avait traversé la rue. Une rixe éclate à l'intérieur du bus numéro 23. 2 tirs retentissent alors que le bus est bondé. Le chauffeur... T'es poussé, mais qui tu es pour me parler comme ça, petit merdeux que tu es? Attention à toi, je vais voir ton frère, ton père, ta mère, je vais te faire venir et je vais te niquer ta race, je vais te niquer. Voilà, on est d'accord? J'attends qu'une chose. Mama Galedou, qui vient de finir ses cours, s'assit dans la deuxième partie du bus. Arrivé à l'arrêt Castor du Merlan, un arrêt situé en face de la cité des Lilas et des Oliviers A, plusieurs jeunes montent dans le bus et jettent de l'essence dans le véhicule. Mama Galedou est également aspergée d'essence. Les passagers en panique descendent en vitesse du véhicule. L'étudiante étant assise vers le fond n'a pas le temps de descendre. Un des jeunes balance alors un mouchoir enflammé sur le sol. Le bus s'embrase. Mama Galedou est pris dans les flammes. Elle arrive à s'extirper du véhicule mais son corps est en feu. Des passants utilisent alors tout ce qu'ils peuvent pour éteindre les flammes, mais Mama sera brûlée sur plus de 60% de son corps. Ce drame a tout de suite fait les gros titres dans les médias. Le futur président Nicolas Sarkozy, indigné, s'est immédiatement rendu à Marseille. Tout le pays a été choqué par cette histoire. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, l'effroi à Marseille après l'attaque et l'incendie d'un autobus où une jeune femme de 26 ans a été grièvement brûlée. Elle est entre la vie et la mort. Jacques Chirac, qui s'est entretenu avec sa famille, exprime son horreur devant cet acte ignoble. Fallait alors trouver les coupables au plus vite. Des rumeurs circulant dans le quartier indiquent que ce sont des jeunes de la cité des Lilas et de la cité des Oliviers A qui sont responsables de cet acte. Les Oliviers A est une cité composée d'un gigantesque bâtiment de 400 logements similaires à celui des Lauriers et celui de Bellevue. Ces 3 bâtiments forment une sorte de rideau qui annonce la fin des grands ensembles. Toutes les cités situées entre le rond-point de Saint-Jérôme et le rond-point de Sainte-Marthe faisaient partie de ce que l'on appelait autrefois la ZUP numéro 1, qui était divisée en 2 parties, la partie 14e arrondissement avec des cités comme Fontvert, la Busserine, ou les Flamands, et la partie 13e arrondissement avec des cités comme les Lauriers, les Hirondelles, ou les Oliviers. Toute cette zone est extrêmement dense et contient des barrages HLM à perte de vue, un véritable ghetto. La cité des Oliviers a fait partie de la cité des Oliviers, mais le bâtiment des A est séparé du reste de la cité et se trouve de l'autre côté du rond-point de Saint-Jérôme. La cité des Lilas, quant à elle, est une petite cité située en contrebas de celle des Oliviers A.
Après la tragédie du bus, tout le monde se met alors à chercher les jeunes responsables. Les habitants des Oliviers et des Lilas se lancent dans une traque pour trouver les jeunes. La police est également à leur trousse. C'est alors qu'une personne va permettre l'arrestation des jeunes. Il s'agit de Lies Guasmia. Alors Lies des Oliviers A. Lies Guasmia est un jeune trafiquant originaire de la cité des Oliviers A. Lui, ainsi que ses deux associés, ont commencé leur carrière de trafiquant en dérobant 100 kg de drogue aux frères Banglais, du gang des Gitans, vers le printemps 2008. Comme je l'ai dit dans l'épisode sur les Iris, le vol de trafiquants était très fréquent à cette époque. Les bangleurs eux-mêmes étaient réputés pour être des voleurs de trafiquants. Lies avait volé la drogue aux bangleurs dans un véhicule, et grâce à cela, lui ainsi que ses deux associés, Kemissi Amari et Aïssa Lanan, ont commencé à écouler la marchandise aux Oliviers et leur réseau a commencé comme cela. Aïssa Lanan est un jeune trafiquant qui sait se faire respecter. À 15 ans, il courait déjà derrière des mecs le calibre à la main. Kemissi, lui, a débuté très jeune dans le trafic. À 16 ans, il était déjà un trafiquant chevronné. Malheureusement pour lui, il se fera voler 100 000 € en 2007 par une ancienne grosse pointure des Oliviers A. Lies, Aïssa et Kemissi ont tous les trois grandi dans le terrible milieu des Oliviers A, une cité depuis toujours rongée par la drogue. Mais Lies n'est pas qu'un simple trafiquant, il est également un informateur pour la brigade anticriminalité. En effet, Lies donne des renseignements à la police en échange d'une tranquillité dans ses trafics et d'une certaine protection. Quelques jours seulement après le drame du bus 32, Lies donne le nom de tous les auteurs de ce crime, il les connaît car ils viennent de la même cité que lui. Grâce à ces informations, plusieurs jeunes de 15 à 18 ans seront arrêtés puis jugés pour l'affaire du bus. Pascal Caron. Troisième interpellation en quelques minutes au petit matin. Un adolescent est emmené par la police judiciaire. Pas de gros dispositifs. L'opération s'effectue dans la discrétion, dans 4 cités toutes proches du bus qui est du père de l'un des adolescents arrêtés. Peut-être pas mon fils, il avait un alibi. Nous le retrouvons quelques heures plus tard. Il continue de crier l'innocence de son fils. J'ai des témoins. Le soir qui s'est passé, on était à la maison, il était à la maison, je ne le laisse pas sortir le soir. Je le laisse sortir la journée, je ne laisse pas sortir le soir. Pourquoi? Parce qu'il a fait une ou deux bêtises. C'est une réussite pour la BAC de Marseille, et notamment pour une certaine équipe de la BAC, l'équipe A, qui récolte donc tous les éloges, mais cette réussite va faire des envieux. En effet, une autre équipe de la BAC, l'équipe B, aurait été jalouse que cette équipe réussisse l'affaire aussi rapidement. De plus, l'équipe B n'était pas contente car elle ne pouvait pas taper sur le réseau des Oliviers A, contrôlé par Lies Guasmia, car ce dernier était protégé par l'équipe A de la BAC en échange de ses renseignements. À cette époque, la BAC de Marseille n'hésitait pas à faire des descentes dans les points de deal marseillais afin de tabasser et racketter les trafiquants. Les flics marseillais étaient de véritables voyous. Tout cela sera bien évidemment expliqué dans l'épisode sur la BAC Nord. La police, c'est eux les voyous. On les connaît par cœur. Rien qu'à la vue, on sait que c'est des ripoux. On connaît leur prénom. Il y en a qu'on connaît leur prénom. Monsieur, vous m'attrapez avec une sacoche. Déjà, vous me faites, ouais, c'est moi qui vends. Tu vas pas me dire que je te relâche. Je suis un vendeur. Tu vas pas me dire que je te relâche, monsieur. Tu es obligé de m'amener au commissariat. Tu es obligé de prévenir mes parents quand j'ai fait cette bêtise-là. Non, ça marche plus comme ça. Tu as des sous sur toi, tu as du shit sur toi, allez enlève tout ce que tu as sur toi, allez va-t'en de là tout de suite. Moi je me suis fait attraper avec de la coque et du shit, au commissariat ils ont déclaré que du shit. Pareil. Vous trouvez ça normal vous? Même eux ils ont des réseaux, même eux ils ont tout. C'est eux qui fournissent à des grandes personnes. C'est le monde à l'envers, on croit rêver, des dealers à peine majeurs victimes de policiers ripoux. Leurs témoignages sont accablants mais... L'équipe B de la BAC Nord va alors commettre un plan machiavélique afin d'éliminer Lies Guasmia, l'indique est le chef d'un des réseaux des Oliviers A. Un membre de l'équipe B va contacter Lies en faisant croire que son contact à la BAC voulait lui parler. Lies se présente alors au commissariat. Pendant que Lies est au commissariat pensant avoir rendez-vous avec son contact, les policiers de l'équipe B vont alors prendre en photo Lies en train de discuter avec son contact, le capitaine P. Lies demande au capitaine P s'il l'a appelé, ce dernier lui répond que non. L'équipe B va alors rendre visite à une autre équipe de dealers de la cité des Oliviers A, concurrente à Lies. En effet, il y avait deux réseaux qui cohabitaient aux Oliviers A cette époque, celui du trio Lies,
Kémissi, Aïssa et un autre réseau. L'équipe B de la BAC va alors rendre visite aux gérants de cet autre réseau et leur dire que l'IS est une balance, avec preuve à l'appui. Mais ce n'est pas le seul problème pour l'IS, car les frères Bangler du clan des Gitans savent que c'est lui qui a volé la drogue au printemps 2008. Les problèmes s'enchaînent pour le jeune chef des Olivier A, sa vie ne tient alors qu'à un fil. Le 14 septembre 2008, c'est l'heure de rompre le ramadan, l'IS se trouve au domicile de sa mère dans la cité des Oliviers A quand il reçoit un texto, il dit à sa mère de ne pas s'inquiéter et qu'il sera rentré pour le thé. Une demi-heure plus tard, les pompiers de Vitrolles étaient appelés pour un incendie de véhicule. Dans le coffre de ce véhicule se trouve le corps calciné de Lies Guazima, assassiné de 2 balles dans la tête. Après son assassinat, selon un témoin, les gars de l'équipe B de la BAC responsable de la fuite du statut d'indique de Lies répétaient en rigolant dans une voiture, « T'as vu, on a fait tuer le gros ». On n'est pas sûr de qui a tué Lies Guazima, c'est soit l'équipe concurrente à qui la BAC a balancé son statut d'indique, soit les Banglers, qui savaient pour la drogue. Mais au vu des circonstances de sa mort, il y a plus de chances que ce soit la bande concurrente des Olivier à qui ont éliminé Lies. Après la mort de Lies, son associé Kémissi Amari se savait lui aussi menacé, mais il était en prison à ce moment-là, car il s'est fait attraper en train de faire un go-fast depuis l'Espagne, avec 120 kg de cannabis dans la voiture et a été condamné à 4 ans de prison. Kémissi savait qui avait tué Lies, mais n'a jamais voulu le dire à la police par crainte de subir le même sort. Quelques années plus tard, en 2013, Kémissi avait bénéficié d'un régime de semi-liberté, il pouvait sortir la journée mais revenait le soir pour dormir en prison. Kémissi se savant menacé, il avait demandé à la juge de lui accorder un bracelet électronique afin de ne plus retourner à la prison à des horaires fixes, ce qui est très dangereux car un commando aurait pu lui tomber dessus lors de son retour en prison. Mais la juge a refusé sa demande. Malgré tout, Kémissi a réussi à purger sa peine sans encombre, il sort donc libre de prison. Néanmoins, Kémissi réclamait toujours une protection policière, mais, quelques semaines après, en février 2013, Kémissi se rend à la cité des Oliviers pour aller voir des amis, car il habitait à Aix-en-Provence à ce moment-là. Il se trouve donc en bas de l'immeuble des Oliviers, plus précisément à l'entrée à 9, quand un homme arrive armé d'un fusil à pompe et lui tire 2 balles en plein visage. Kémissi sera malheureusement décédé sur place. L'autopsie aura lieu demain, qui nous permet toujours d'approfondir les circonstances des faits, mais manifestement il était attendu par un ou plusieurs tireurs, et maintenant tout le travail c'est évidemment d'identifier ces individus et de savoir pourquoi il a été abattu de cette manière. Le règlement de compte s'est passé tout près d'un centre d'animation, un centre très fréquenté par les enfants le mercredi. Le jeune homme avait 23 ans, il avait été condamné à 4 ans de prison pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Malheureusement, sur fond de trafic de stupéfiants pour une personne qui était rentrée en prison, qui a donc purgé une peine, qui est ressortie et 15 jours après donc a été victime de règlement de compte par une bande rivale certainement. Selon le procureur, la victime... Cette opération ressemble clairement à un guet-apens. Kémissi s'est fait piéger de la même manière que Lies. Le trio des Oliviers a perdu 2 de ses membres, Lies et Kémissi. 10 jours plus tard, c'est la libération du dernier membre du trio de Olivier A, Aïssa Lanan, 25 ans. Il avait pris 3 ans de prison pour avoir séquestré un mauvais payeur et lui avoir volé un T-Max et une Audi. Aïssa sort donc de prison après avoir purgé sa peine. À la seconde où le jeune met un pied à l'extérieur de l'établissement, 2 tueurs arrivent en moto et lui tirent 6 balles dans la tête. Le trio des Olivier A est définitivement anéanti. Lies, Aïssa et Kémissi sont tous les 3 décédés. C'est qui la reine des putes maintenant ? Chapitre 2, Nouvelle ère. Après la mort du trio des Olivier A, la cité va alors être la cible de nombreuses équipes de trafiquants qui voient en cette cité un gros potentiel marchand. Parmi ces équipes, il y avait l'équipe de trafiquants originaire des Olivier A qui a éliminé Lies, mais il y a également une autre équipe menée par un certain Kamel Meziani, mais également d'autres trafiquants proches de l'équipe des Gitans menée par les frères Bangler.
Les Blacks, eux, contrôlaient déjà le gros réseau des lauriers et ils avaient tout intérêt à ce que les oliviers restent un réseau inférieur pour ne pas leur faire de l'ombre. Petite précision une bonne fois pour toutes pour que les gens comprennent, je n'ai jamais dit que les Blacks et les Gitans étaient des gangs ethniques, ce n'est pas une guerre de race, cela n'existe pas à Marseille, le gang des Blacks est appelé comme cela car les leaders entre guillemets sont des Comoriens, pareil pour les Gitans, mais, dans les deux gangs se trouvent énormément de Maghrébins et de Comoriens et toutes sortes d'origines. Fin de la parenthèse. À cette époque, les cités de Marseille qui ne sont pas déjà occupées par des grosses équipes de trafiquants sont très rares. Toutes les grosses cités étaient déjà tenues par des cartels et étaient de grosses plaques tournantes. Les lauriers et cyprès étaient tenus par les Blacks, les cèdres par les Gitans, Frévalon était déjà prise, Valplan tenu par l'acteur Medjou, les oliviers B par Jamel Leketari, Fond Vert par les Tirs et Romadnia, Corot par la CDD, le petit séminaire déjà prise, Bassins, Micocoulier, Castellane, et j'en passe. Les Oliviers a été l'une des seules grandes cités à ne pas avoir réellement de leader à cette époque. Néanmoins, le clan des trafiquants des Oliviers amené alors par Méziani, va finir par s'imposer dans le quartier, et non sans violence. Après avoir enchaîné meurtre sur meurtre, Méziani va petit à petit commencer à se faire un nom dans les rues de Marseille, mais, ayant éliminé toute concurrence au sein de son quartier, il se faisait malheureusement très malmené par le clan des Blacks qui était aux alentours de 2014 au sommet de leur puissance. En effet, leur réseau marchait du tonnerre avec plus de 1000 clients par jour et un chiffre d'affaires avoisinant les 60 000 € quotidiennement grâce à la fameuse tour des cyprès. De plus, leur ennemi historique, le clan des Gitans, était mal en point car les frères Bangler se sont fait arrêter pour kidnapping. Le clan des Blacks a donc profité de sa supériorité pour écraser le réseau des Oliviers et tous les autres réseaux aux alentours, et leur faire subir toutes sortes de maltraitances comme du racket, des vols de clients, des menaces et des agressions. Le réseau des Oliviers se faisait donc très malmené par celui des lauriers tenus par les Blacks, et, à cette époque, Méziani et son clan n'étaient pas assez puissants pour tenir tête aux lauriers, et notamment face à la puissance de Youssouf Ahmada alias Sénateur, le chef des Blacks, qui était réputé être sans pitié. Certaines cités aux alentours avaient même interdiction de vendre du cannabis, et devaient demander carrément la permission au sénateur pour vendre de la cocaïne. Les Oliviers, eux, vendaient quand même du cannabis, mais devaient subir la pression des lauriers et étaient contraints à faire profil bas. Mais, le vent ne va pas tarder à tourner en la faveur des Oliviers. En effet, en 2015, la police va mener une énorme opération sur le réseau des lauriers. La quasi-totalité du clan des Blacks sera alors arrêtée et incarcérée, notamment Youssouf Ahmada alias Sénateur, et son frère Oukoutou Ahmada alias Beur, les patrons du clan. Avec l'arrestation du clan des Blacks et la chute du réseau des lauriers, le réseau des Oliviers, mené alors par Kamel Méziani, va commencer à monter en grade et amasser de plus en plus de revenus. Chapitre 3, KFC. Les Oliviers commencent sérieusement à se développer dans la zone, et les meurtres commis par Méziani ne cessent de s'enchaîner. En 2016, suite à l'arrestation des Blacks, les réseaux du 13e arrondissement vont connaître un certain déséquilibre avec de nouvelles équipes qui veulent se partager le gâteau. Le 13e arrondissement devient donc littéralement une zone de guerre, et l'année 2016 sera l'année la plus meurtrière de Marseille. Donc, la police va finir par s'intéresser aux Oliviers, qui est le réseau qui a le plus progressé depuis la chute des lauriers. Une grosse opération similaire à celle des lauriers sera menée alors par la police sur les Oliviers. En tout 17 personnes seront arrêtées, mais Kamel, le baron du quartier, arrive à prendre la fuite. Kamel Méziani, alias Souris, est le big boss du réseau des Oliviers. Il possède notamment un snack nommé Pasta Pids, situé dans le 15e arrondissement, et également une chicha située à Martigues. Kamel sait très bien comment blanchir les sommes monstrueuses du trafic. Durant sa fuite en 2016, Kamel continuera de gérer les affaires des Oliviers, et malgré la descente de police, le réseau va continuer de prendre de l'ampleur en occupant notamment le vide créé par la chute du réseau des lauriers. Pour vous donner un ordre d'idée, la cité des Oliviers est située à une centaine de mètres de celle des lauriers. Le réseau des Oliviers va notamment récupérer pas mal de clients qui achetaient autrefois aux lauriers.
Pendant ce temps, Kamel Méziani et ses hommes vont décider d'étendre leur influence à Marseille. Ils vont donc décider de s'approprier le réseau de la Méditerranée. La Méditerranée est une cité du 14e arrondissement située dans un secteur différent de celui des Oliviers, donc une clientèle différente. Le problème est que la cité de la Méditerranée n'est pas une zone totalement libre. Il y a d'autres trafiquants qui la convoitent également, et parmi ces trafiquants, il y a un certain Kadim Tian, alias Jimmy. Un jour, Jimmy va attraper Sofiane Tatoui, un jeune lieutenant de Kamel Méziani qui devait s'occuper du réseau de la Méditerranée, et va le rouer de coups. C'est l'humiliation pour Sofiane. Ce dernier va alors voir son patron, Kamel, et lui demander l'autorisation d'éliminer Jimmy. Kamel va accepter, cela lui permettrait de rayer des concurrents gênants, de se venger du tabassage d'un de ses hommes, et de montrer à tout le monde que personne ne plaisante avec les Oliviers. Kamel va alors fournir des armes à ces deux hommes, Sofiane et Boilem, à savoir un revolver et une Kalachnikov, et également une balise GPS. Les deux lieutenants de Kamel vont ensuite poser un tracker GPS sous la golfe du cousin de Jimmy, Sérigné M. Baïkébé, et vont s'aider de Abderrahman, qui est chargé de suivre la golfe avec une tablette, et également d'un certain Rudy, un jeune de 15 ans, qu'ils ont recruté afin de leur donner le go. Le 21 octobre 2016, dans la soirée, Sérigné, le cousin de Jimmy, se rend au KFC de Plombières avec deux amis à lui, Antoine Silva et Annelie Riziki. Pendant qu'ils sont stationnés, les trois jeunes croisent Rudy, le jeune de 15 ans, qui va leur dire bonjour, car il les connaît. À peine quelques secondes après, un scooter de grosse cylindrée avec Sofiane et Boilem à bord arrive à toute allure. Les deux hommes vont alors faire feu à multiples reprises sur le véhicule. Sérigné et Annelie seront touchés à de nombreuses reprises, mais Antoine, le troisième occupant, a réussi miraculeusement à se faufiler et à courir en direction du couloir du drive. Les tueurs récupèrent le tracker sous la voiture et prennent la fuite. Durant cette fuite, les deux jeunes vont croiser un véhicule de police et seront alors pris en chasse. Ils arrivent à distancer la police mais vont faire tomber une tablette permettant de localiser le tracker, un casque, une cagoule et des gants. Le scooter sera retrouvé incendié quelque temps après. Sérigné et Annelie, les deux jeunes tués ce soir-là, étaient en réalité des innocents. Ils avaient juste accompagné Antoine au KFC pour manger, et se sont retrouvés au cœur d'une fusillade qui ne leur a laissé aucune chance. Le principal visé, Jimmy, n'était pas avec eux, et Antoine Silva, soupçonné d'être un associé de Jimmy, a réussi à se faufiler. C'est un échec pour la bande des Oliviers qui n'aura pas obtenu sa vengeance. Néanmoins, ce double meurtre a fortement calmé Jimmy, ce qui fait que les Oliviers ont pu tranquillement s'installer à la Méditerranée pour continuer leur trafic. Mais Jimmy et surtout Antoine n'a pas oublié la mort de ses deux amis innocents sous ses yeux, et lui et Jimmy sont bien décidés à se venger. Pour cela, ils vont s'allier à un certain Samir Zerwali, surnommé ZZ, le chef du cartel de Jean-Jo, un groupe de trafiquants opérant sur la cité de Jean Jaurès, une cité très proche de celle de la Méditerranée. Jimmy va commencer sa vengeance en s'attaquant à Rudy, le jeune de 15 ans qui a été enrôlé par les Oliviers afin de donner le go sur le double meurtre du KFC. Pour Antoine, Rudy est forcément responsable car les tueurs sont arrivés seulement quelques secondes après que Rudy leur ait dit bonjour. Jimmy va alors kidnapper Rudy, le jeune sera ensuite torturé puis exécuté de 2 balles dans la tête, une exécution très sauvage. Après le meurtre de Rudy, Jimmy et ZZ vont encore s'attaquer à l'équipe des Oliviers. Le 19 mars 2017, aux alentours de 20h, un groupe de jeunes trafiquants engagés par les Oliviers se trouve dans un des halls de la cité Méditerranée, quand tout à coup, 3 hommes du cartel de Jean-Jo, cagoulés, font irruption et tirent dans le tas avec un pistolet automatique, un pistolet semi-automatique et un fusil à pompe. En tout 22 balles seront tirées. Un des jeunes se trouvant dans le bloc, âgé de 17 ans, va recevoir 3 balles, dont une qui va lui arracher la moitié de son poumon. Par je ne sais quel miracle, le jeune va survivre à ses blessures, mais aura de très graves séquelles. Quelques mois après cette tentative de meurtre, ZZ sera arrêté, et avec lui seront découverts 2 armes ayant servi à la fusillade de la Méditerranée, un Walter P38 et un Zaghi M91.
Jimmy et plusieurs autres personnes du cartel de Jean-Jo seront également arrêtés, mais les Olivia vont eux aussi voir certains de leurs membres tomber sous les verrous car Sofiane sera arrêté pour les meurtres du KFC. Pendant ce temps-là, Kamel et Boalem, eux seront toujours en fuite et activement recherchés. Rudy est mort, et Abderrahman, celui qui suivait la Golf avec la tablette, sera assassiné au Merlan en 2020. Chapitre 4, la Grande Guerre. Les années passent et le réseau des Olivier continue de monter en grade, même en cavale. Kamel Méziani continue toujours de gérer les affaires du quartier en toute tranquillité. Néanmoins, Kamel va se faire attraper en 2019 par la police après 3 ans de cavale. Mais, à cause d'un vice de procédure, il sera relâché dans la nature quelque temps après, et va à nouveau prendre la fuite. Pendant sa cavale, Méziani sera notamment condamné à 30 ans de prison pour avoir commandité le double meurtre du KFC, et également à 14 ans de prison pour être le patron des Olivier. Kamel et son gang deviennent en 2020 le cartel le plus puissant de Marseille, avec un point de deal rapportant 80 000 € par jour, plus que n'importe quel autre point de deal à Marseille. Pour vous donner un aperçu, la police a saisi en 2020 plus de 2 millions d'euros dans la cité des Olivier, une saisie record. Mais le clan des Blacks commence peu à peu à sortir de prison et à se remettre sur pied, et la supériorité des Olivier commence sérieusement à les déranger. Le sénateur, bien qu'en prison, va dire à ces hommes qui sont en liberté de faire quelque chose pour changer cela. D'autant plus que les Olivier leur ont volé une énorme quantité de clients et ont récupéré leur marché, quelque chose qui ne passe pas du tout chez les Blacks. À la sortie de prison de Younes Latter, alias Pierre, le clan des Blacks va décider de passer à l'offensive. Pierre est un membre important du clan des Blacks qui a été condamné en même temps que le sénateur, et les autres membres du clan, pour son implication dans le réseau de drogue des Lauriers en 2015. Pierre, peu après sa sortie de prison, s'est donc rendu aux Olivier avec la ferme intention de rabattre tous les clients aux Lauriers. En apprenant cela, un des lieutenants de Kamel Méziani a décidé de se rendre aux Lauriers pour voir ce qu'il se tramait et qui était derrière cela. À son arrivée, il découvre Pierre, armé d'une AK-47, posté devant le bloc des Lauriers. Pierre va alors dire au lieutenant de Méziani qu'il vient de récupérer leurs clients et que si ça ne leur plaisait pas, c'était pareil. Kamel Méziani et son clan vont alors les écouler, car ils ne souhaitaient pas rentrer en guerre à ce moment-là. Cependant, ils étaient très énervés par ce coup des Blacks. Malheureusement pour les Blacks, même en essayant de rabattre les clients des Olivier, leur réseau n'arrivait toujours pas à remonter la pente. Ils vont alors décider de s'approprier carrément le terrain des Olivier, mais les Blacks n'étaient pas encore assez puissants. Il fallait encore que d'autres membres importants sortent de prison avant de passer à l'action. Mais, Kamel Méziani n'est pas dupe, il savait que les Blacks préparaient un coup dans son dos. Les Blacks pendant ce temps ont tenté plusieurs coups bas afin d'escroquer Méziani, de lui faire payer des transactions foireuses, et de l'arnaquer, mais Kamel ne s'est pas laissé faire. Cela a agacé le patron des Blacks, le sénateur, qui va donc décider de déclarer la guerre aux Olivier. Il faut savoir que le clan des Blacks a un allié de taille dans la zone, il s'agit des Olivier B, l'autre partie des Olivier, qui bien étant censés faire partie de la même cité que les Olivier A, ils ne sont pas dans le même camp. Les Olivier B appartenaient autrefois à Jamel Leketari, mais ce dernier s'est fait assassiner en 2020 à Toulon, dans son nouveau domicile, devant sa femme et ses enfants. Les nouveaux boss des Olivier B sont désormais des alliés des Blacks. Cette alliance est un danger pour les Olivier A, et Kamel, sentant la guerre arriver de façon imminente, veut s'entourer de jeunes tueurs impitoyables. Pour cela, le cartel des Olivier va décider d'aller se chercher des alliés. Ils vont donc aller rendre visite aux ennemis jurés des Lauriers, le parc Corot. Et c'est donc à partir de là que vont rentrer en jeu les fameux sauvages de la CDD, qui sont maintenant appelés les Corléones. Le parc Corot, alias 130, est une cité du 13e arrondissement située proche de celle des Lauriers. C'est une cité connue à Marseille pour être extrêmement délabrée, le ghetto à l'état pur, connu pour son célèbre bâtiment orange.
La cité Corot est une cité très violente, et elle héberge l'un des gangs de rue le plus violent de Marseille, la CDD. Toujours déterminé, c'est la CDD, tous énervés, délinquance déterminée, demande à AD que des arrachés. Vous êtes où? On est où ici? Vous êtes un groupe de rap alors, hein? C'est quoi, la CDD? J'ai vu un peu sur YouTube. Voilà. On est là à Corot, là c'est vraiment... CDD, regarde, qu'est-ce que c'est ça? Si tu veux bien montrer ce La CDD veut dire Corot délinquance déterminée, c'est une espèce de gang de rue ou une faction de la cité Corot qui a été créée aux alentours de 2006-2007. Cette faction possède une grande quantité de jeunes voire très jeunes délinquants originaires de la cité Corot, qui sont réputés pour leur extrême violence. Ce sont de vrais sauvages, et la cité Corot est très probablement la cité la plus dangereuse du 13e arrondissement. Il faut être vigilant. Du point de vue, la nuit je ferme tout avec des cadenas, voilà un cadenas qui est là, par là. Et voilà. Et j'évite de sortir l'après-midi et le soir. Au début ça allait, mais alors maintenant c'est impossible. Voilà, il ne reste plus qu'à démolir ce bâtiment parce qu'il n'y a que ça qui nous sauvera un peu. À peine l'interview achevée, nous sommes repérés par ce guetteur posté dans l'immeuble en face. Les premières insultes fusent alors des balcons. Au rez-de-chaussée, un groupe de jeunes attend notre sortie. Un guet-apens selon les résidents qui décident alors d'appeler la police. Bon, on est dans la résidence, à l'intérieur de la résidence, on t'attend sur place pour faire sortir les journalistes avec nous. Pour information, on est encore caillassés, hein, donc on commence à nous caillasser à l'intérieur de la résidence. Ouais, donc c'est spring room de même cagoulé, pas de t-shirt, avec un survêtement bleu autour de la tête. Un quart d'heure plus tard, 3 fonctionnaires de la BAC Nord, la brigade anticriminalité, nous attendent dans le hall de l'immeuble. Il faut alors évacuer rapidement les lieux, sous une pluie de projectiles et d'injures qui redouble de violence. Bienvenue chez nous, hein. Bienvenue chez nous, hein. Nous quittons la cité sous escorte, pendant que la police va procéder à des interpellations dans les étages. Ce jour-là, 3 mineurs seront arrêtés avant d'être déférés au parquet. La CDD a de nombreux ennemis dans la ville de Marseille. Leur premier ennemi juré était les Rosiers. La CDD a fait de nombreuses descentes dans ce quartier aux alentours de 2008, 2009 et 2010. À partir des années 2012-2013, la rivalité avec les Lauriers a commencé. Contrairement au conflit avec les Rosiers, qui lui était beaucoup plus axé sur la rue sans réel but, le conflit avec les Lauriers lui reposait surtout sur le contrôle du trafic de stupéfiants. La rivalité entre Corot et les Lauriers a débuté quand des membres du clan des Gitans, ayant des liens avec la cité Corot, ont commencé à recruter des jeunes de la cité en tant que soldats. Et, pas mal de ces jeunes soldats ont voulu se lancer dans le trafic de drogue, et se sont fait tuer par le clan des Blacks originaires des Lauriers. Parmi ces jeunes, il y avait Issouf Sindou et Abderrahman Aboudou, 2 jeunes Comoriens de Corot qui se sont fait tuer dans un guet-apens en plein centre-ville de Marseille par les Blacks des Lauriers. La police scientifique s'active. Marseille est le théâtre d'une nouvelle fusillade. Ici, en plein centre-ville, 2 hommes de 20 ans sont morts par balle. Un nouveau règlement de compte dans la cité phocéenne. Si l'hypothèse du règlement de compte venait à se confirmer, cela signifierait... Il y avait aussi Habib Belkacem, qui lui aussi s'est fait assassiner par les Blacks des Lauriers. La CDD, et Corot en général, ont perdu pas mal de leurs collègues, frères ou cousins dans cette guerre, ce qui a fait naître un gros désir de vengeance chez les jeunes de la CDD. Les Lauriers sont beaucoup plus concentrés sur le business. De ce fait, ils ont beaucoup plus de moyens que la CDD. Du coup, la CDD a beaucoup souffert face aux Lauriers, qui à cette époque étaient au top de leur puissance. De plus niveau drogue, la cité des Lauriers est bien plus accessible et bien plus sécurisée que celle de Corot, qui fait peur aux clients, ce qui fait que Corot peinait à se faire de l'argent avec la drogue. La CDD ayant développé une haine viscérale pour les Lauriers, il n'a pas été compliqué pour eux de s'allier aux Oliviera, comme on dit, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est une situation de gagnant-gagnant,
D'un côté, le cartel des Oliviers allait pouvoir compter sur une armée de jeunes sauvages prêts à tout, et de l'autre côté, le parc Corot allait enfin pouvoir se venger de tout le calvaire que le clan des Blacks et les Lauriers leur ont fait subir, grâce notamment aux moyens que peut leur fournir le cartel des Oliviers, à savoir des armes, des véhicules, de l'argent et du matériel en tout genre. Avec cet arsenal, la CDD, ou plutôt les Corleone, vont pouvoir venger tous leurs morts, et cela va être terrible. Donc nous avons d'un côté les Oliviers et la CDD ou Corleone, et de l'autre côté les Olivier B et les Lauriers ou clan des Blacks. Une des guerres les plus violentes de ces dernières années va alors débuter. Le 18 avril 2021, la première victime de cette guerre va tomber. En effet, un jeune Corleone se trouve en bas de la tour A de Corot, quand un homme cagoulé déboule devant le hall d'entrée et lui tire dessus à 4 reprises. Le jeune sera malheureusement décédé. Cet événement va déclencher une série de répliques d'une extrême violence de la part des Corleone. Mais avant l'acharnement des Corleone, les Oliviers vont de leur côté passer à l'action et vont éliminer Younes Latter, alias Pierre, qui s'était un peu calmé après avoir fait de nombreux coups bas contre Méziani et son clan, mais eux ne l'ont pas oublié. Pierre sera exécuté après un match de foot en juin 2021. On pensait que ce meurtre était lié à la paternelle car Pierre faisait également partie des gérants de cette cité, mais il n'en est rien. Il s'est en fait éliminer par le clan de Méziani. Après le meurtre de Pierre, tout va s'intensifier à partir de la sortie d'un des anciens minots de la CDD, aujourd'hui leader des Corleone, dont je tairai le nom, avec la réputation la plus légendaire de Marseille. Dès sa sortie de prison, il va prendre les commandes des Corleone et ne va pas perdre de temps pour s'attaquer à ses ennemis, avec l'accord des Olivier. Il va décider d'organiser un règlement de compte sur l'un des boss du Maga, étant un allié des Ahamada. Le Maga est le surnom des Olivier B. Le boss des Corleone va alors partir avec 6 autres jeunes de Corot dans le quartier des Olivier B, qui est d'ailleurs à 50 mètres de Corot, pour tuer l'un des boss du Maga. Malheureusement pour eux, ils vont le chercher en vain. Le règlement de compte n'était pas préparé à l'avance. Ils vont tourner dans tout le quartier sans pour autant le trouver. Mais les Corleone ne vont pas s'arrêter sur cet échec. Après cela, le 25 juillet 2021, dans la nuit, les Corleone vont se rendre en plein cœur de la cité des Olivier, le quartier de leur allié, et croisent Ibrahim Ahamada, alias Tuche, alias Mechens, un proche du clan des Blacks. Ibrahim va alors recevoir une dizaine de balles de 9 mm dans le thorax et la tête. Il n'aura aucune chance et sera prononcé mort. Mais la folie des Corleone va encore continuer car, quelque temps après le meurtre d'Ibrahim, plusieurs membres des Corleone se rendent en voiture aux Lauriers pour tuer Jums, un des membres placés des Lauriers. Mais au moment où ils arrivent à sa hauteur, un des Corleone fait tomber son fusil à pompe en sortant du véhicule, et l'autre Corleone ne peut pas tirer car sa Kalachnikov s'est enrayée. Jums a donc pu fuir et a échappé de peu à la mort. Jums était étonné par cette tentative car il avait notamment déjà bossé avec des mecs des Olivier à l'époque du réseau de la Méditerranée. Mais les Corleone ne vont pas s'arrêter à cela, ils vont une nouvelle fois faire parler la poudre. Le 13 août 2021, seulement 3 semaines après le meurtre d'Ibrahim, et peu de temps après la tentative sur Jums, Boutchouki, un jeune originaire des Lauriers, rentre chez lui dans son nouveau domicile à Martigues. Il descend tranquillement de son véhicule quand des Corleone surgissent et lui tirent plusieurs balles dans la tête. Le jeune décède sur le coup. Les Corleone viennent de faire subir un calvaire aux Lauriers. Ces derniers sont obligés de réagir, bien qu'en mauvaise posture face aux Corleone et à la puissance de feu des Olivier. Les quelques membres encore actifs des Lauriers vont mener une contre-attaque, le 22 août 2021, soit 9 jours après le meurtre de Boutchouki. Les gars des Lauriers vont kidnapper un certain Dino, proche des Corleone, et vont le brûler vif dans un véhicule dans la cité des Cyprès. Dans le même temps, Kamel va charger à 2 de ses hommes d'éliminer 2 de ses ennemis à la Marine Bleue. Les 2 jeunes de 25 ans se trouvaient dans la cité aux alentours de minuit quand les 2 soldats de Méziani arrivent, sortent de leur véhicule, et mitraillent les jeunes, qui vont décéder sur place. Après ce double meurtre, Méziani et ses hommes seront arrêtés. Et voilà où se termine pour l'instant cette incroyable histoire des Olivier. La guerre semble loin d'être terminée, entre les Blacks des Lauriers, les soldats restants de Méziani, et les Corleone. La situation n'est pas près de se calmer, et il est très probable que de nombreux meurtres vont suivre dans les mois à venir. Dieu, miséricordieux,
nous expose à des épreuves pour qu'on fasse nos preuves. Ne sommes pas là pour l'éternité. Quand tu pousses ton dernier cri, un nouveau retentit en maternité. Sans foi ni loi, tu fais parler toi. T'es content quand tu pars, compte 2-3 mois, on parle plus de toi. Si on te laissait revenir de la mort pour te rattraper, tu dirais que c'est un cauchemar. Après l'heure, c'est trop tard. Le soleil se lèvera avec ou sans toi. La vie continue.